Dans cette aventure, dès le début, je leur ai précisé une chose, qu'il n'est pas question de faire une sorte de comment dirais-je, oui, de faire une célébration du metteur en scène. Non, il était question, et je cite beaucoup auprès d'eux, de faire, à travers les films, de parler de la situation de cette époque, des différentes situations, que ce soit la dictature en Grèce, que ce soit ce qui se passe en Amérique latine, parce que moi j'essayais de faire toujours des films, et ça j'ai fait grâce à la France, c'est ce qu'on peut faire en France. Mon époque, parler de mon époque, ce qui me touchait profondément à mon époque, à commencer par comme on l'a dit un tout petit peu là, par la résistance, et puis par ce qui s'est passé en Grèce, la dictature en Grèce, et puis le communisme, parce que le communisme, ma génération a été prête à partir dans cet moyen pour changer la société. Et puis on s'est aperçu très vite qu'on était complètement trahi, je pourrais dire, dans nos meilleurs sentiments, sans jamais avoir été au Parti communiste, ni me le rapprocher, mais il y avait là quelque chose de pas. Donc j'ai dit, il faut parler de ça, on ne fait pas tout le temps de moi. Moi, c'est une sorte d'intermédiaire de cette époque-là. Et c'était ma préoccupation, ça l'est toujours dans ce qu'ils font. Mais je ne peux pas non plus dire non, ne le faites pas. Ils m'ont posé des questions, j'ai répondu aux questions, mais je ne suis jamais intervenu sur ce qu'il fallait qu'ils fassent. Voilà, ça c'était un principe absolu. C'était complètement libre, et Louis et le contraire. Et vous avez déjà vu les 3 premiers épisodes, donc oui. Et alors, ça va? Non, ça va. J'étais assez... C'est gênant de se voir sur l'écran, d'entendre parler de soi, de répéter des choses qu'on a pu dire à l'époque. Mais ce qui m'a intéressé à cela, c'est qu'on parle de ce qui s'est passé en Grèce que personne ne connaît. C'est-à-dire l'intervention des Italiens, la guerre civile, qui a créé des milliers et des milliers de personnes, qui a séparé la Grèce à tel point que, jusqu'aujourd'hui, cette époque-là est une sorte de guide pour les Grecs. Il y a les pour et les contre, c'est-à-dire ça a détruit le pays complètement. Il n'arrive pas à trouver sa force toujours. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et puis aussi, on parle du cinéma. On parle du cinéma, comment était le cinéma au début, dans cette petite salle de la rue d'Ulm, où il y avait la concentration extraordinaire de tous les metteurs en scène qui ont fait des films, toute la suite. On parle de Chabrol, des Godard, enfin tous, ils étaient là. Donc c'est ça qui était intéressant de parler de ça. Moi j'étais là, presque par hasard. Et la Cinémathèque française, depuis, elle est devenue, qui était toute petite à droite, c'est devenu grâce à son créateur, Langlois, qui avait comme principe, il faut montrer les films. Les films qu'il nous a montrés ce soir-là, il nous a montré 2h30 à 3h, des films qui fait 5 heures et qui a été coupé, etc. Et il montrait des films avec des sous-titres, des films soviétiques et des sous-titres japonais, et des morceaux de films aussi. Comme ça, après, on a été obligé à la cinémathèque, à l'UBUL, d'essayer de reconstituer les scénarios. Donc, c'était des grandes leçons. Et ça aussi, c'est une création française qui ne ressemblait pas du tout aux autres écoles. Comme il y avait une école en Union soviétique, par exemple, à Pologne, où beaucoup de metteurs en scène ont fait leurs études, mais ils apprenaient la technique, comment faire un film, comment faire un scénario. En France, il fallait voir ce qui a été fait. On a appris par exemple à la Cinémathèque que pendant la période du cinéma qu'on appelle le mieux, qui n'a jamais été le mieux, on a fait tout ce qu'on fait depuis. Tout. Seulement 75% de ces films ont été brûlés. Et quand vous voyez les Charlots et tout cela, c'est seulement les 25% des films qui sont restés. Alors imagine la quantité de chefs-d'œuvre qui ont disparu parce que les grandes compagnies ont commencé à les brûler en disant c'est la période muette, nous on fait des cinémas parlants, venez voir nos films. Donc tout ça, c'était des choses qu'on apprenait et j'étais content qu'ils parlent de cette cinémathèque toute petite qui est devenue aujourd'hui la plus grande au monde. Donc vous êtes le président. Vous le rappelez quand même. Enfin, c'est une cinémathèque qui est devenue très grande grâce à Jacques Lang, grâce au pouvoir public, grâce au CNC, qui donne les moyens
à la Cinémathèque française de restaurer, de faire, par exemple, Costa va vous en parler, le Napoléon. Tout ça, c'est aussi une volonté politique, parce qu'il faut que ça existe, il faut se battre pour que ça continue. Oui, dans cet épisode, c'est le moment là où il y a cette petite accélération. L'idée, c'est voilà, de dire, et en nos temps actuels d'arbitrage budgétaire, c'est pas tout à fait indifférent. Voilà, il n'y a pas de cinéma sans politique publique pour le cinéma. Et ça, c'est un enjeu. Peut-être que vous avez remarqué que Costa Gavras, avec d'autres, a fait une tribune récemment pour appeler à ce qu'il y ait un grand musée du cinéma en France. Voilà. Du cinéma. Finalement, cet art, il lui manque ça aussi. Il a son école, il a sa cinémathèque la plus réputée au monde, que Costa Gavras préside, et puis il lui faudrait aussi son musée. Et au fond, cette série documentaire, elle va avec cette idée-là. Tout ça, ça nous raconte une histoire, et il est temps de la feuilleter, au-delà de ce que font les critiques, les spécialistes, etc. Mais dans cet esprit grand public, où ça nous parle à tous, et puis ça nous parle de tout ce qui nous concerne. Voilà.